Je me tenais devant le tribunal, tenant un morceau de papier jauni valant 500 millions de dollars. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si ancienne qu'elle s'était transformée en glace dans mes veines. De l'autre côté de la salle, Daniel me fixait avec l'expression de quelqu'un qui vient de voir un fantôme revenir d'entre les morts. Et c'est exactement ce que j'étais pour lui. Un fantôme. Une femme qu'il avait enterrée vivante à l'arrivée de l'argent. À côté de lui, Sophia, sa nouvelle épouse, tout apprêtée dans une robe qui coûtait plus cher que ce que j'avais gagné en 5 ans à vendre des gâteaux au marché. Elle l'ignorait encore, mais elle était assise à côté d'une voleuse. Et j'avais la preuve. Le juge frappa du marteau et prononça les mots que j'attendais depuis 8 mois. Tous les biens acquis grâce au prix doivent être transférés à Madame Nadia Okoro. Un murmure s'éleva dans la salle. Daniel devint blanc. Sophia se leva furieuse. Mais moi? Je me contentais de sourire. Parce que finalement, après tant de temps dans l'obscurité, la vérité avait fait surface. Mais attendez. Vous devez vous demander comment j'en suis arrivée là. Comment une simple vendeuse de fruits secs au marché de Lagos a réussi à faire tomber un homme qui affichait villa et voiture de luxe à la télévision? Comment un vendeur de gâteaux levé à 5 heures du matin a réussi à démasquer une arnaque de plusieurs millions de dollars? Eh bien, pour comprendre ça, il faut remonter 1 an et demi en arrière. À l'époque où tout était normal. Le jour où j'ai acheté ce foutu billet de loterie, sans savoir que j'achetais ma propre destruction, et plus tard, ma propre rédemption. Je m'appelle Nadia Okoro. Je suis née et j'ai grandi à Ashgal, un quartier bruyant et poussiéreux de Lagos où tout le monde se connaît et où personne n'a de secret. Du moins, c'est ce que je croyais. Les rues étaient sales, pleines de nids de poules qui se remplissaient de boue brune quand il pleuvait. Les maisons étaient serrées les unes contre les autres, leurs murs fins, d'où l'on entendait les voisins éternuer, se disputer, faire l'amour. Je connaissais chaque recoin de cet endroit. Chaque vendeur ambulant. Chaque enfant courant pieds nus après un ballon crevé. C'était mon monde. Petit, mais le mien. Pendant 12 ans, j'ai habité à côté de Daniel Okoro, un homme qui réparait des motos dans un atelier malodorant de Boundary Street et qui rentrait chaque soir en sentant le cambouis et la sueur. Il n'était pas beau au sens habituel du terme. Il avait une cicatrice au menton, due à un accident de moto dans sa jeunesse. Ses dents étaient un peu tordues. Mais il avait des mains fortes, une voix grave et un regard qui me donnait l'impression d'être vu. Et quand on est pauvre, être vu est un luxe. Nous nous sommes rencontrés un dimanche à l'église. J'avais 22 ans et je vendais des galettes de manioc dehors. Il en a acheté 3 et les a mangées sur place, debout, en se léchant les doigts. Puis il m'a demandé mon nom. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans la même église. Pas de grande fête. Juste du poulet et du riz, de la bière bon marché et une vingtaine d'invités. Mais ce fut le plus beau jour de ma vie. Parce que je pensais avoir trouvé quelqu'un qui resterait. Et il est resté. 12 ans. 12 ans à partager le même lit étroit. 12 ans à manger dans la même assiette. 12 ans à l'écouter dire qu'un jour les choses changeraient. Que Dieu nous regarde de haut. Que le vent soufflerait en notre faveur. J'ai secoué la tête et continué à faire la vaisselle, car rêver ne remplit pas l'estomac. Mais au fond, je voulais y croire. Parce que quand on se réveille chaque matin avant le lever du soleil pour vendre des fruits dans la rue, il faut croire que quelque chose de plus grand nous attend. Sinon, que reste-t-il? Que l'épuisement. Que la poussière de la route. Que le silence d'une vie qui passe sans laisser de traces. Ma routine était toujours la même. Je me réveillais à 5 heures du matin au chant du coq du voisin. J'allumais le poêle à charbon et commençais à cuire des gâteaux. La fumée montait épaisse, s'accrochait au plafond et pénétrait dans mes poumons. À 7 heures, j'étais déjà au marché d'Oshodi, installant mon étal entre le vendeur de poissons séchés et le vendeur de sandales en plastique. Le soleil tapait fort sur le toit de toile bleue. L'odeur du poisson, des épices et de la sueur humaine se mêlait à une odeur persistante. Je restais là jusqu'à 6 heures du soir. À crier. À appeler les clients. À négocier les prix. À la fin de la journée, je rentrais chez moi avec les pieds gonflés, la gorge enrouée et quelques billets froissés en poche. Daniel était déjà rentré, prenant une douche pour se dégraisser. Nous mangions ensemble. Du riz à la sauce aux cacahuètes. Des bananes plantain frites. Parfois, un morceau de chèvre quand il restait de l'argent. Nous parlions de la journée. Il se plaignait de son patron. Je me plaignais des clients qui marchandaient jusqu'au dernier centime. On riait. On faisait l'amour rapidement. On s'endormait serrés l'un contre l'autre. Et le lendemain, tout recommençait. C'était une vie dure, mais avec de la dignité. Avec de la vérité. Du moins, je le croyais. C'était un vendredi de novembre. Le ciel était lourd, lourd de pluie. Des nuages gris persistaient bas, effleurant presque les toits de tôle.
L'air était humide, électrique, comme avant un orage. Je venais de vendre mon dernier sac de fruits secs à une grosse dame qui marchandait avec acharnement. Mais au moins, elle avait payé. J'ai décidé de passer à l'épicerie de Baba Coffee pour acheter de la farine et du lait avant la pluie. Baba Coffee était un vieux Yoruba au ventre rond et au sourire facile. Le genre de personne qui connaît la moitié de la ville et a toujours une blague prête. Son magasin était petit, sombre et sentait les épices et la naphtaline. De vieilles étagères en bois étaient remplies de produits frais. Des sacs de riz étaient empilés dans un coin. Des poulets vivants étaient en cage dehors. Quand je suis entrée, il triait des billets de loterie sur le comptoir taché. Il m'a regardé et m'a dit avec son accent chantant, « Nadia, tu as l'air d'une femme chanceuse aujourd'hui. » J'ai ri. La chance ? Baba, je me lève à 5 heures du matin pour vendre des mangues. Si c'est ça la chance, alors le diable est un ange. Il a ri aussi, le ventre qui frémissait. Mais il a persisté, agitant la liasse de billets. Et c'est juste un billet. Peut-être que Dieu se souvient de toi. J'ai soupiré. J'ai levé les yeux vers le ciel par la porte. La pluie commençait à tomber. J'étais fatiguée. J'avais mal aux pieds. J'avais mal à la tête. Et ce vieil homme têtu ne me laissait pas tranquille. J'ai sorti mes derniers billets froissés de ma poche. C'était 25 000 Naira, de quoi acheter un billet et il m'en restait encore pour la farine et le lait. Je lui ai tendu l'argent. Il m'a tendu le billet. Un fin morceau de papier jauni, numéroté. 18, 33, 42, 9, 27. J'ai regardé les chiffres. Rien ne signifiait rien. Des dates au hasard. Des âges que personne n'avait. Je ne croyais pas au loto. Mais je les ai gardés. Je les ai fourrés dans la poche de la vieille veste de Daniel, qui traînait sur la chaise de la cuisine quand je suis rentrée trempée, et je les ai oubliés. Complètement. Parce que les billets de loterie sont le mensonge le plus cher que les pauvres achètent. On sait qu'on ne gagnera pas, mais on les achète quand même. Parce que 5 minutes d'espoir valent mieux qu'une vie de certitude que rien ne changera. 3 semaines plus tard, Daniel commença à changer. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était lent. Subtil. Comme un poison qui tue à petit feu. Il commençait à arriver en retard. Il disait qu'il avait du travail supplémentaire à faire au garage. Qu'un client avait demandé à réparer sa moto en pleine nuit. Que le patron le payait en heures supplémentaires. Je le croyais. Parce que 12 ans de mariage, on apprend à faire confiance. Mais il se sentait différent. Un parfum. Pas cette odeur de savon bon marché de luxe qu'on utilisait avant, mais quelque chose de doux, de cher, de français, qui collait aux vêtements. L'odeur d'une femme. L'odeur de la trahison. Mais je ne voulais pas la voir. Parce que quand on aime quelqu'un pendant 12 ans, on apprend à ravaler ses doutes pour ne pas s'étouffer avec la vérité. Un soir, il est arrivé avec un nouveau téléphone portable. Un Samsung flambant neuf, le genre avec un grand écran et un bon appareil photo. Je lui ai demandé où il avait trouvé l'argent pour l'acheter. Il m'a répondu qu'il avait un petit boulot. Il avait réparé la moto d'un homme d'affaires, et le type le payait bien. 50 000 Naira rien que pour ça. Je l'ai cru. Ou j'ai fait semblant. Parce que l'alternative était de croire qu'il mentait. Et croire cela signifiait accepter que mon mariage était en train de s'effondrer. Alors j'ai ravalé ma méfiance. J'ai ravalé ma peur. J'ai ravalé ma colère. Et j'ai continué à cuisiner. J'ai continué à faire la lessive. J'ai continué à faire comme si tout allait bien. Mais les semaines passèrent, et il devint encore plus distant. Ses mains qui me touchaient tendrement tremblaient d'impatience à mon approche. Il cessa de me demander comment s'était passée ma journée. Il cessa de rire à mes blagues. Il cessa de me regarder dans les yeux. Quand je parlais, il regardait son téléphone. Allongé à côté de lui, il se retourna. Fin de l'acte sexuel. Fin de la conversation. Seul le silence demeurait. Un silence pesant, étouffant, qui emplissait chaque recoin de la maison. Et moi ? Je faisais semblant que tout allait bien. Je préparais le dîner. Je lavais ses vêtements. Je les pliais soigneusement. Je repassais. Je dormais à côté de lui tandis qu'il se roulait de l'autre côté du lit comme si j'étais un meuble. Une femme, c'est quand elle perd son mari. Ce n'est pas le manque de sexe. Ce n'est pas le manque de conversation. C'est le manque de présence. Il était là, mais il n'y était plus. Son corps dormait dans notre lit, mais son âme ? Son âme était déjà partie. J'ai commencé à perdre du poids. Sans le vouloir. Mais la nourriture refusait de passer. Elle me restait en travers de la gorge, tout comme les questions que je n'osais pas poser. Mama Chioma, ma voisine, l'a remarqué. C'était une femme ronde, avec une voix forte et un cœur encore plus grand.
Un jour, au marché, elle m'a prise à part et m'a demandé « Nadia, que se passe-t-il? Tu te transformes en ombre. » J'ai secoué la tête. Rien. Juste la fatigue. Elle m'a serré le bras. La fatigue n'éteint pas les yeux d'une femme. Un homme, si. Je n'ai pas répondu. Mais elle savait. Toutes les femmes d'Ashgan le savaient. Car la trahison a une odeur. Elle a une couleur. Elle a un son. Et quand on vit blotti avec d'autres familles, séparées seulement par un mince mur, on entend tout. On voit tout. On sait tout. Jusqu'à ce qu'un lundi matin, Daniel entre dans la maison avec un sourire que je ne reconnais pas. Un sourire large et menaçant, celui de quelqu'un qui venait de découvrir un secret puissant. Ses yeux brillaient. Non pas d'amour. Non pas de désir. Mais d'avidité. De liberté. De quelqu'un qui avait trouvé la porte de sortie et était prêt à la franchir. « Nadia », dit-il d'une voix emplie d'une joie étrange. « Ma vie va changer. » Je le regardais d'un air absent, avec cet espoir idiot qu'une femme amoureuse nourrit que son mari dise qu'il a un meilleur travail, qu'il pourra nous offrir une vie meilleure. « Notre vie, tu veux dire », corrigeai-je, toujours souriante. Il détourna le regard. Il enfonça les mains dans ses poches. S'éclaircit la gorge. Peut-être pas. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Les murs de la maison se sont mis à tourner. Mon estomac s'est retourné. Quoi? Ma voix était faible, brisée. Il n'a pas répondu. Il a juste attrapé un vieux sac à dos sous le lit et a commencé à le remplir de ses vêtements. Les chemises que j'avais lavées. Les pantalons que j'avais repassés. Les sous-vêtements que j'avais recousus après que je les ai déchirés. J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai attrapé son bras. J'ai supplié. Daniel, qu'ai-je fait? S'il te plaît, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Il m'a repoussé avec force. Pas avec haine. Pire. Avec indifférence. Comme un moustique importun. Tu n'as rien fait, Nadia. J'en veux juste plus. Et toi? Tu n'es pas assez. Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quel couteau. Je suis si jeune. 12 ans. 12 ans à me lever à l'aube pour cuisiner. 12 ans à laver le linge sale. 12 ans à dormir sur un matelas fin au sommier cassé. 12 ans à partager la pauvreté, les rêves, les peurs. Et j'étais si jeune. Il est parti en claquant la porte. Je me suis effondrée par terre. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus une seule larme. Jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. Jusqu'à ce que mon corps tremble de sanglots. Maman Chioma a entendu et est arrivée en courant. Elle m'a trouvée par terre, recroquevillée comme une enfant. Elle m'a soulevée. Elle m'a serrée dans ses bras. Et a dit, « Cet homme est un chien, Nadia. Mais les chiens reviennent toujours manger leur propre vomi. Tu verras. » 2 nuits plus tard, j'ai retrouvé mes vêtements pliés dans une vieille valise. Elle traînait sur le pas de ma porte, comme une poubelle attendant d'être ramassée. Sur la table, une courte lettre écrite d'une écriture tordue, pénible à lire. Ne me rends pas la vie plus difficile. Je dois passer à autre chose. 7 mots. 12 ans résumés en 7 mots. Ni un merci. Ni des excuses. Ni une explication. Juste la froideur de quelqu'un qui t'avait déjà effacé de sa mémoire avant même que tu ne franchisses le seuil de la porte. C'est alors que Mama Chioma frappa à nouveau à la porte. Elle entra sans demander mon avis, me serra fort dans ses bras et dit d'une voix tremblante, « Tu n'as pas vu les infos. » Je secouai la tête, perdu en larmes, le visage gonflé par les pleurs. Elle alluma la vieille télévision dans un coin de la pièce. L'image mit un moment à apparaître, toute floue. Et il était là. Daniel Okoro. Mon mari. Au journal télévisé national de la NTA. À l'écran, il portait des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Une chemise blanche boutonnée, un pantalon habillé, des chaussures cirées. À côté de lui, une grande femme au teint clair, les cheveux lissés lui tombant sur les épaules, habillée comme une princesse de film américain. Sourire parfait. Ongles vernis. Boucles d'oreilles en or pendantes. Demanda le présentateur avec enthousiasme. Daniel Okoro, un humble mécanicien d'Ashgal, a gagné 500 millions de dollars à la loterie nationale et a déjà commencé à investir dans l'immobilier de luxe sur l'île Victoria. À ses côtés, sa fiancée, Sophia Adekal, mannequin et femme d'affaires, célèbre la nouvelle étape du couple. Je me suis figée. Mariée? Loterie? 500 millions? La pièce tournoyait. J'ai senti le vomi me monter à la gorge. J'ai couru aux toilettes et j'ai tout vomi. La bile me brûlait. Les larmes me brûlaient. Tout me brûlait. Mama Chioma retenait mes cheveux pendant que je vomissais mon âme. Quand j'eus fini, elle mouilla une serviette et m'essuya le visage.
Elle me regarda profondément dans les yeux et dit lentement, pesant chaque mot. Cet homme est un démon, Nadia. Mais les démons paient toujours. Ça peut prendre du temps, mais ils paient. Je ne pouvais pas répondre. Parce que mon cerveau avait cessé de fonctionner. Parce que tout ce que je croyais savoir sur la vie, l'amour, la justice, venait de s'effondrer. Pendant 2 mois, j'ai vécu dans une minuscule chambre au-dessus d'une laverie automatique, rue Church. La pièce faisait 3 mètres carrés. Un lit simple. Un seau pour le linge. Une petite fenêtre donnait sur la rue bruyante. L'odeur de lessive et d'eau de javel me réveillait chaque matin. Je toussais. Je pleurais en silence pour ne pas réveiller les voisins. Le jour, je retournais vendre des fruits au marché. Mais maintenant, les gens me regardaient différemment. Avec pitié. Avec une curiosité morbide. Ils chuchotaient à mon passage. Voilà la femme que Daniel a quittée. La pauvre. Elle a passé 12 ans avec lui dans la pauvreté, et quand il est devenu riche, il l'a échangée contre une fille riche. J'étais la risée ambulante du marché. La femme jetable. La femme qui n'était pas assez bien pour suivre l'homme dans son ascension sociale. Chaque soir avant que je me couche, j'allumais la vieille télé à tube cathodique que le propriétaire de la laverie m'avait prêtée. Et il était toujours là. Toujours. Daniel aux soirées de célébrité. Daniel dans les restaurants chics à manger du homard. Daniel au volant de voitures importées avec des logos que je ne pouvais même pas prononcer. Il était devenu une célébrité instantanée. Le mécanicien chanceux. L'homme sorti de la pauvreté. L'histoire d'un homme qui a surmonté des obstacles que tout le monde adorait. Et Sophia? Sophia était l'épouse parfaite pour sa nouvelle vie. Toujours souriante. Toujours en talons hauts. Toujours collée à lui comme un trophée. Elle publiait des photos sur Instagram. Des milliers d'abonnés. Des commentaires irrésistibles. Le couple parfait. Quelle bénédiction. Dieu est juste. Et moi? J'étais la femme invisible. La femme effacée de l'histoire. Comme si elle n'avait jamais existé. Rien n'est plus humiliant que de voir applaudir celui qui vous a oublié. De voir féliciter celui qui vous a détruit. De voir le voleur traité en héros. J'ai tellement maigri que mes vêtements sont devenus amples. Mes hanches sont apparues. Mes joues se sont creusées. Mama Chioma m'a emmenée chez le médecin. Il a dit que j'étais dépressive. Il m'a prescrit des médicaments que je ne pouvais pas me permettre. Alors j'ai supporté. Je me suis réveillée. J'ai vendu des fruits. J'ai pleuré. J'ai dormi. Et j'ai recommencé. Chaque jour était une copie du précédent. Jusqu'à la haine, quand on la ravale chaque jour, on apprend à réfléchir. À attendre. À se préparer. Par un chaud après-midi de mars, je nettoyais un vieux sac en tissu que j'avais utilisé le jour où Daniel m'avait renvoyé. Le sac traînait dans un coin de la pièce, poussiéreux et oublié. J'ai décidé de le nettoyer car j'avais besoin de l'utiliser pour transporter des fruits. Je l'ai secoué. Je l'ai retourné. Et quelque chose est tombé sur le sol en ciment. Un morceau de papier jauni. Plié. Vieux. Je l'ai ramassé sans y prêter attention. Je l'ai ouvert. Et le monde s'est arrêté. C'était un ticket de caisse. L'encre était un peu passée, mais encore lisible. Épicerie Baba Coffee. Adresse. Numéro de téléphone. Date, 23 novembre. Heure. 4h42. Article acheté. Un billet de loterie. Numéro du billet. Nom de l'acheteur, Nadia Okoro. Mon cœur s'est arrêté. Puis il s'est emballé. Le sang m'est monté à la tête si fort que j'ai cru m'évanouir. Je l'ai relu. 5 fois. 10 fois. 20 fois. Les lettres dansaient devant mes yeux. Nadia Okoro. Moi. Pas lui. Moi. J'ai couru vers le miroir fissuré au mur et j'ai crié à mon propre reflet. Tu as acheté le billet, Nadia. Tu l'as acheté. Avec ton argent. En ton nom. Il n'a pas gagné au loto. Il l'a volé. J'ai tremblé si fort que j'ai dû m'asseoir par terre. Mes jambes ne me soutenaient plus. Mes mains transpiraient à froid. Mon cœur battait la chamade. Le billet était dans la poche de sa veste parce que je l'Y avais mis moi-même. Je l'avais mis là et je l'avais oublié. Il l'avait trouvé. Il avait vu que c'était un billet gagnant. Il l'avait encaissé, faisant comme si c'était le sien. Et après? Puis il m'avait jeté comme une ordure pour profiter de l'argent avec une autre femme. Il n'a pas gagné au loto. Il m'a volé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise dans mon lit, serrant le ticket de caisse comme s'il était en or. Pensant. Planifiant. La colère, autrefois brûlante, désespérée et bruyante, s'est glacée. S'est muée en silence.
C'est muet en stratégie. Car la colère qui hurle se perd dans le vent. Mais la colère qui pense, la colère qui organise, qui détruit. Le lendemain, à 8 heures du matin, j'ai appelé le bureau principal de la Loterie nationale. L'appel a duré un moment. Musique d'attente. Puis une voix féminine, polie mais fatiguée. Loterie nationale, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nadia Okoro. Je dois vérifier les informations concernant un billet gagnant. L'opératrice a soupiré. Madame, nous recevons beaucoup d'appels de ce genre. J'ai besoin que vous soyez précise. J'ai parlé lentement, clairement. Billet gagnant de novembre dernier. 500 millions de dollars. Acheté à l'épicerie Baba Coffee, Ashgal. Encaissé par Daniel Okoro. J'ai le ticket de caisse original qui prouve que je l'ai acheté. Un silence à l'autre bout du fil. Un long silence. Lourd. Puis elle revint, la voix plus grave. Madame Okoro, pouvez-vous patienter un instant? J'attendis. 3 minutes. 5. Elle revint. Madame, je viens de vérifier le système. Effectivement, le ticket gagnant était enregistré à votre nom et à votre CPF au moment de l'achat. Mais il a été encaissé par Daniel Okoro grâce à une procuration qu'il a présentée en se faisant passer pour votre mari et en ayant l'autorisation. Une procuration? Je n'ai jamais signé de procuration. Jamais. Ma voix était trop forte. Les gens dans la buanderie en contrebas levèrent les yeux. Elle prit une grande inspiration. Je transmets l'affaire à notre service juridique. Il pourrait s'agir d'une fraude. Avez-vous une preuve d'achat? J'ai le ticket de caisse original. Avec la date, l'heure, le numéro du ticket et mon nom. Dans ce cas, je vous suggère de consulter immédiatement un avocat. Je raccrochai et me mis à rire. Un rire froid et amer, venu d'un endroit si profond en moi que même moi je ne le reconnaissais pas. Le rire de quelqu'un qui a enfin compris la blague. Daniel avait contrefait ma signature. Il avait fabriqué une procuration. Il avait volé mon prix. Il m'avait jeté dans le caniveau. Et maintenant? Il allait découvrir que le fantôme revenait. Et quand il reviendrait, il paierait la facture. J'ai contacté l'avocate Grace Mbata. Son cabinet était situé dans une rue animée d'Ikeja, dans un immeuble de 3 étages à la peinture écaillée mais à la climatisation fonctionnelle. La réceptionniste m'a dévisagé lorsque je suis entrée, vêtue de mes vêtements simples et de mes sandales en plastique. Puis-je vous aider? J'ai besoin de parler au docteur Grace. C'est urgent. Elle est complète. Avez-vous un rendez-vous? Non. Mais c'est au sujet de l'affaire Daniel Okoro. La loterie. Elle s'est figée. Elle m'a regardé avec un intérêt nouveau. Attendez-moi. Je me suis assise sur une chaise en plastique. 5 minutes plus tard, une grande femme à la peau foncée, aux cheveux naturellement bouclés attachés en chignon, est entrée dans la pièce. Elle portait un tailleur bleu marine et des lunettes. Elle m'a regardé avec des yeux de radiographie. Vous êtes son ex-femme. Je suis son épouse légale. Il n'a jamais demandé le divorce. Elle a souri. Suivez-moi. Nous sommes entrés dans un petit bureau bien rangé. Un bureau encombré de papiers. Une bibliothèque avec des codes juridiques. La climatisation ronronnait doucement. Elle s'assit et désigna la chaise devant elle. Assieds-toi. Raconte-moi tout. Et je le fis. Je lui racontai mes 12 ans. La veste. Le mot. L'abandon. Sophia. Le reçu. Elle écouta dans un silence absolu. Elle ne m'interrompit pas une seule fois. Quand j'eus fini, elle ôta ses lunettes, les nettoya lentement et les remit. Puis elle me demanda, « Que veux-tu, Nadia? La vengeance ou la justice ?» J'ai pris une grande inspiration. Les deux. Mais si je dois choisir, je veux dormir en paix. Elle a souri. Un petit sourire menaçant. Alors vous êtes au bon endroit. Parce qu'une justice bien rendue vous aide à dormir mieux que n'importe quel médicament. Je vais m'occuper de cette affaire. Mais vous devez comprendre. Ce sera la guerre. Il a de l'argent maintenant. Il engagera des avocats hors de prix. Il essaiera de vous détruire dans les médias. Êtes-vous prêt? Je l'ai regardé. J'ai passé 12 ans à me réveiller à l'aube. J'ai supporté le soleil brûlant du marché. J'ai vécu dans une pièce de 3 mètres de haut qui sentait la lessive. Si cela ne m'a pas préparé, rien ne le fera. Elle a claqué la table. Super. On va renverser la situation. Grace a travaillé comme une machine. En 2 jours, elle a récupéré les images de la caméra de sécurité de l'épicerie de Baba Coffee. J'étais là, achetant le ticket, remettant l'argent et le glissant dans ma poche. La date et l'heure correspondaient parfaitement au reçu.
Elle a convoqué Baba Kofi à témoigner. Il a tout confirmé. C'était elle qui l'avait acheté. Je m'en souviens bien. Nadia. Une femme honnête. Une travailleuse acharnée. C'était le jour où il a failli pleuvoir. Grâce à ordonnance, une analyse graphologique de la prétendue procuration que Daniel avait présentée a été ordonnée. L'expert est revenu avec le rapport. La signature était falsifiée. Des traits incohérents. Une pression incorrecte. Ce n'est pas l'écriture de Madame Okoro. Chaque preuve était une pierre jetée contre la vitre du mensonge que Daniel avait construit. Et la vitre a commencé à se fissurer. Grâce à porter plainte. Vol de propriété. Falsification de documents. Détournement de fonds. Fraude. L'avis a été remis à sa villa sur l'île Victoria. Une villa de 3 étages avec piscine et vue sur l'océan. On dit qu'il est devenu pâle en ouvrant l'enveloppe. L'affaire a fait le buzz dans les journaux en moins de 24 heures. Son ex-femme affirme que Daniel Okoro a volé un billet de loterie gagnant. Il y a des preuves. Les réseaux sociaux étaient en feu. Hashtag. Fils de discussion. Vidéo. La moitié du pays m'a soutenu. Une femme guerrière. Justice pour Nadia. C'est un voleur. L'autre moitié disait que je trouvais des excuses pour soutirer de l'argent à mon ex. Intéressée. Jalouse. Incapable d'accepter qu'il ait réussi. Mais je m'en fichais. Parce qu'enfin, après des mois d'invisibilité, j'avais une voix. Et elle résonnait dans tout le pays. Daniel a essayé de m'appeler. 17 fois en une journée. Je n'ai répondu à aucune. Il a laissé des messages vocaux. J'ai écouté le premier. Nadia, on peut parler. Ça n'a pas besoin d'aller bien loin. Je l'ai supprimé. Deuxième message. Nadia, tu fais des histoires pour rien. On peut partager l'argent. On peut trouver un arrangement. Je l'ai supprimé. Troisième. Nadia, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Tu vas me détruire. Je l'ai supprimé. Parce qu'un homme qui t'abandonne sans se retourner ne mérite pas ta voix. Il mérite ton silence. Et un silence bien senti fait plus mal que des cris. Le silence est l'arme contre laquelle aucun homme ne peut lutter. Parce qu'il est impossible de crier à nouveau dans le vide. Ses avocats ont contacté Grèce pour tenter de régler l'affaire à l'amiable. Ils m'ont proposé 10 millions de dollars pour que j'abandonne les poursuites. Grèce m'a appelé. Ils ont peur, Nadia. Ils proposent 10 millions. Qu'en penses-tu? J'ai ri. 10 500 000? Non. Ce n'est pas une question d'argent. C'est qu'ils admettent m'avoir volé. Grâce à un sourire à l'autre bout du fil. Je t'apprécie. Nous avons décliné l'offre. Une semaine plus tard, ils l'ont porté à 50 millions. Nous avons décliné à nouveau. Parce que ce n'était pas une question de montant. C'était une question de principe. De regarder cet homme droit dans les yeux et d'entendre le juge lui dire qu'il avait tort. Que c'était un voleur. Que j'avais raison depuis le début. Les semaines ont passé. Le processus a progressé. Je continuais à vendre des fruits, mais maintenant, on m'arrêtait dans la rue. Ils me soutenaient. Ils m'apportaient des dons. Une femme m'a donné 500 000 nera pour couvrir mes dépenses. Un pasteur a prié. Des étudiants en droit sont venus me proposer des recherches gratuites. Je suis devenue un symbole. Je n'ai pas choisi de l'être. Mais lorsqu'une femme s'oppose à un homme puissant, elle cesse d'être elle-même. Elle devient l'image de tous ceux qui ne peuvent pas se lever. Et j'ai porté cela sur mes épaules avec fierté et crainte. Car un symbole ne peut pas vaciller. Un symbole doit perdurer. Puis le jour J arriva. Le 23 juin. Le tribunal fédéral de Lagos. Un imposant bâtiment en béton, des drapeaux flottants au vent, des agents de sécurité à l'entrée. Grèce vint me chercher tôt le matin. Elle m'avait habillée avec soin, me dit-elle. Rien d'extravagant. Rien qui ne donnât l'impression d'avoir déjà dépensé de l'argent pour ma tête. Je portais une simple robe bleu marine que Mama Chioma m'avait prêtée. Pas de bijoux. Pas de maquillage trop prononcé. Juste un rouge à lèvres discret. Des sandales basses. Les cheveux attachés en un simple chignon. Grèce approuva. Parfait. Tu es celle que tu es. Une travailleuse qui s'est fait braquer. Pas une croqueuse de diamants. Nous sommes arrivés au tribunal à 8h30. Il y avait déjà foule à la porte. Des journalistes avec leurs appareils photo. Des curieux. Des sympathisants brandissant des pancartes. Justice pour Nadia. Le voleur paiera. Prison pour Daniel. La police a dû nous frayer un chemin. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Des bancs en bois verni. Des ventilateurs de plafond ronronnaient lentement.
Une odeur de vieux papier et d'anxiété. J'étais assis au premier rang avec Grace. Mon cœur battait si fort que je croyais que tout le monde l'entendait. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fermé les yeux. J'ai imploré de la force. Puis il entra. Daniel Okoro. Mon ex-mari. L'homme qui partageait mon lit depuis 12 ans. L'homme qui m'avait dit qu'il m'aimait alors qu'il envisageait de me quitter. Il portait un costume noir hors de prix, un tissu brillant qui coûtait plus cher que toute ma maison à Ashgal. Des chaussures italiennes. Une cravate en soie. Ses cheveux coupés dans un salon chic. Il avait l'air d'une autre personne. Riche. Élégant. Distant. Mais quand il me vit, il se figea. Il pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains tremblèrent. Parce qu'il pensait que j'avais disparu. Que je l'avais accepté. Que je m'y étais résigné. Il n'aurait jamais imaginé que je reviendrais. Et certainement pas avec des preuves. Derrière lui venait Sophia. Sa nouvelle épouse. Où était-elle, toujours sa fiancée? Peu importait. Elle portait une robe bustier violette hors de prix, des boucles d'oreilles en diamant pendantes et des talons aiguilles qui claquaient bruyamment sur le sol. Ses cheveux étaient parfaitement bouclés. Son maquillage était impeccable. Elle était jolie, je ne vais pas mentir. Mais elle avait cette beauté artificielle, achetée, qui disparaît quand l'argent vient à manquer. Elle me toisait de haut en bas avec dédain. Comme si j'étais radine. Mais elle ne disait rien. Elle s'assit à côté de Daniel, les jambes croisées, feignant l'assurance. Mais je l'ai vue. J'ai vu la nervosité dans sa façon de fouiller son sac à main. Dans la façon dont elle regardait autour d'elle. Elle savait qu'elle avait bâti sa vie sur mon malheur. Et maintenant, les fondations se fissuraient. Le juge entra. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, lunettes épaisses et expression sérieuse. Tout le monde se leva. Il frappa du marteau. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour juger l'affaire Nadia Okoro contre Daniel Okoro. Accusation de détournement de fonds, falsification de documents et fraude. Docteur Grace Mbata, vous pouvez commencer. Grace se leva. Elle rajusta son costume. Elle regarda le juge avec respect et fermeté. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas un amour perdu. Il ne s'agit pas d'un mariage brisé. Il s'agit d'un vol. Il s'agit d'un homme qui a trouvé un billet de loterie qui ne lui appartenait pas, a falsifié des documents pour encaisser les gains et a abandonné la femme qu'il avait achetée. Je présenterai des preuves irréfutables. Elle commença à projeter les images sur grand écran. Première image, moi entrant dans l'épicerie de Baba Coffee. La date dans un coin, le 23 novembre. Deuxième image, moi prenant le billet des mains de Baba Coffee. Troisième image, moi payant avec mes propres factures. Quatrième image, le reçu avec mon nom imprimé dessus. Nadia Okoro. Numéro de contribuable individuel, CPF. La signature du greffier. Grace commenta chaque image d'une voix calme et puissante. Le silence se fit dans la salle. Même les fans semblaient s'être arrêtés. Puis elle appela Baba Coffee à la barre. Le vieil homme entra en boitant, s'appuyant sur une canne, mais avec dignité. Il posa la main sur sa Bible et jura de dire la vérité. Grace demanda, « Monsieur Coffee, reconnaissez-vous cette femme ?» Il me regarda et sourit. « Oui, je la reconnais. C'est Nadia. Elle fait ses courses chez moi depuis des années. Une femme bien. Travailleuse. Honnête. Et vous souvenez-vous du 23 novembre dernier? Oui, je m'en souviens. C'était un jour de pluie. Elle est venue acheter de la farine et du lait. Je lui ai proposé un billet de loterie. Elle en a acheté un. Et ce billet était-il le gagnant? Oui. 500 millions. Je l'ai appris plus tard. J'étais contente pour elle. Mais ensuite, j'ai vu à la télévision que c'était son mari qui l'avait encaissé. J'étais perplexe. Et vous l'avez acheté avec votre propre argent? Oui, monsieur. Elle sortit les billets de sa poche. Ces billets durement gagnés. Elle travaille dur. Le juge les nota tous. Daniel transpirait. Grace présenta ensuite le rapport graphologique. La procuration que Daniel avait soumise à la loterie portait une signature falsifiée. L'expert la compara aux documents officiels de Madame Okoro. Ce n'était pas la même écriture. La pression n'était pas la même. C'était une falsification. Il projeta des images comparant les signatures. Même un profane pouvait voir la différence. L'avocat de Daniel tenta de contre-argumenter. Mais, votre honneur, ils étaient mariés. Partage des biens. Grace rétorqua aussitôt. La communauté de biens n'autorise pas la falsification de signatures. La communauté de biens n'autorise pas à dissimuler un gain de loterie à sa femme.
La communauté de biens n'autorise pas l'abandon sans partage. Il a volé. Aussi simple que ça. Les heures passèrent. Témoins. D'autres preuves. Documents. Daniel ne parvenait pas à présenter une défense solide. Son avocat éludait les questions, mais il était impossible de réfuter la vidéo, le reçu ou le rapport technique. Jusqu'à ce que le juge demande le silence. J'entends l'accusé. Monsieur Daniel Okoro, veuillez vous lever. Daniel se leva. Ses jambes tremblaient. Il essaya de parler, mais sa voix était rauque. Votre honneur, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi? Que le billet portait son nom. Que l'achat était enregistré. Que falsifier une signature est un crime. Daniel baissa la tête. Sophia, à côté de lui, se mit à pleurer. Pas de pitié. De colère. De honte. Parce qu'elle comprenait enfin qu'elle avait épousé un voleur. Et que toute la vie luxueuse qu'elle affichait sur Instagram n'était que de l'argent volé. Le juge ôta ses lunettes. Il les essuya lentement, puis les remit. Il parcourut la salle du regard. Puis, d'une voix qui résonna sur les murs, il prit la parole. J'ai examiné toutes les preuves présentées. Vidéo. Reçu original. Témoignage d'un témoin fiable. Rapport technique. Tout concorde. Le billet gagnant a été acheté par Madame Nadia Okoro avec ses propres fonds. Il était enregistré à son nom. Et il a été retiré illégalement par Monsieur Daniel Okoro au moyen d'un faux document. Par conséquent, le tribunal reconnaît que le prix de 500 millions de dollars appartient légitimement à Madame Nadia Okoro. Tous les biens acquis avec cette somme, y compris les biens immobiliers, les véhicules, les placements et les comptes bancaires, doivent lui être immédiatement transférés. De plus, Monsieur Daniel Okoro sera inculpé de faux, détournement de fonds et escroquerie, et encourt jusqu'à 12 ans de prison. La détention préventive du prévenu est ordonnée dans l'attente de son procès pénal. La salle explosa. Cris. Applaudissements. Pleurs. Flash. Les journalistes lançaient des questions. Les agents de sécurité tentaient de contenir la foule. Sophia se leva d'un bond, fusilla Daniel du regard avec une haine aveuglante et sortit en courant, serrant son précieux sac à main comme si c'était la seule chose qui lui restait. Daniel resta immobile, le regard perdu dans le vide. Les menottes brillèrent lorsque l'agent les lui passa au poignet. Il ne réagit pas. Il se laissa simplement emporter comme un zombie. Comme un homme qui avait tout perdu. Richesse. Réputation. Liberté. Tout. Je me suis levé lentement. Grace m'a serré la main. Tu as réussi. Tu as gagné. Mais je n'ai pas ressenti de victoire immédiate. J'étais fatigué. J'ai ressenti du soulagement. J'ai ressenti la justice. J'ai quitté la salle d'audience escorté par des agents de sécurité, car la foule voulait me toucher, me prendre dans ses bras, prendre des photos. Dehors, le soleil de juin tapait fort, perçant les nuages. Le ciel était bleu. Clair. J'ai pris une grande inspiration. De l'air frais. Un souffle de liberté. Pour la première fois depuis 8 mois, ma poitrine ne me faisait plus mal. Mon estomac ne se serrait pas. Mes épaules ne semblaient pas lourdes. J'avais gagné. Non pas parce que j'avais détruit Daniel. Mais parce que j'avais prouvé la vérité. Les jours suivants, le transfert des biens commença. La maison sur l'île Victoria fut transférée à mon nom. Les 3 voitures importées. Les comptes bancaires. Les investissements. Tout. Du jour au lendemain, je suis devenu millionnaire. Pour de vrai cette fois. Mais l'argent ne changeait rien à ma personnalité. J'ai continué à me lever tôt. Je suis resté simple. Car l'argent ne forge pas le caractère. Il révèle seulement qui on a toujours été. Sophia a disparu. Elle a bloqué tous ses comptes sur les réseaux sociaux. On dit qu'elle est retournée auprès de sa famille à la campagne, honteuse et dévastée. Elle n'est plus jamais apparue en public. Daniel a été jugé 3 mois plus tard. Il a été condamné à 8 ans de prison. Il purge sa peine à Kirikiri, la prison la plus dure de Lagos. On dit qu'il a demandé à me voir. Qu'il voulait s'excuser. J'ai refusé. Car pardonner ne signifie pas apporter la paix à la personne qui vous a blessé. Pardonner, c'est choisir de ne plus porter le fardeau de ce qui vous a été fait. Et j'avais déjà laissé ce fardeau au tribunal. J'ai vendu le manoir. Je ne voulais pas vivre dans un endroit construit sur des mensonges. J'ai acheté une maison simple mais confortable à Lekki. 3 chambres. Un petit jardin. Rien d'ostentatoire. Je me suis remise à faire des gâteaux. Non pas par obligation. Mais parce que j'aimais ça. J'ai ouvert une petite boulangerie dans le quartier. J'ai embauché 5 femmes qui avaient elles aussi été trahies, abandonnées et oubliées. Je leur ai donné du travail.
Je leur ai rendu leur dignité. Je leur ai offert un nouveau départ. Mais le plus important, j'ai utilisé une partie de l'argent pour ouvrir Casa Nadia. Un refuge à Ashguin pour les femmes victimes de violences conjugales, d'abus financiers et d'abandon. Un endroit où elles peuvent dormir en sécurité, manger chaud, bénéficier d'une assistance juridique gratuite et reconstruire leur vie. Nous avons déjà aidé 137 femmes. 137 histoires similaires à la mienne. 137 femmes qui pensaient avoir tout perdu, mais qui ont découvert qu'elles avaient encore de la force. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas une sainte. Je suis juste une femme qui a refusé de disparaître. Qui a refusé d'accepter l'injustice. Qui a refusé de croire que les hommes riches gagnent toujours. Parce que ce n'est pas le cas. Quand on a la vérité, quand on a des preuves, quand on a du courage, on gagne. Ça peut prendre du temps. Ça peut faire mal. Mais on gagne. Aujourd'hui, je me lève à 6 heures du matin. Non pas parce que je dois vendre des fruits, mais parce que j'aime regarder le lever du soleil. Je prends un café avec Mama Chioma. Je vais à la boulangerie. Je fais des gâteaux. Je discute avec les employés. Je visite Casa Nadia. Je serre des femmes en pleurs dans mes bras. Je leur dis ce que personne ne m'a dit quand j'étais au plus bas. Tu survivras. Ça fera mal. Mais tu survivras. Et quand tu survivras, tu découvriras que tu es plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Je suis retournée à l'épicerie de Baba Kofi la semaine dernière. Il était là, au même endroit, souriant comme toujours. Quand il m'a vu, il m'a ouvert les bras. Nadia. Mon champion. J'ai serré le vieil homme fort dans mes bras. J'ai acheté de la farine, des fruits secs, du café. Il a tout emballé avec amour. Au moment de payer, il a refusé mon argent. C'est la maison qu'elle m'offre aujourd'hui. Tu m'as raconté la plus belle histoire de ma vie. J'ai insisté, mais il était têtu. Alors je lui ai laissé un gros mot en guise de cadeau. Il l'a glissé dans sa poche en souriant. Alors que j'allais partir, il m'a demandé « Nadia, c'est encore ton jour de chance aujourd'hui ?» Je l'ai regardé et j'ai souri. « Baba, j'ai déjà eu de la chance. Maintenant, j'ai la justice. Et la justice dure plus longtemps que la chance. » J'arpentais les rues d'Ashguin. Les mêmes chemins de terre. Les mêmes maisons serrées les unes contre les autres. Les mêmes odeurs de nourriture, de sueur et de vie. Rien n'avait changé à l'extérieur. Mais moi, j'avais changé intérieurement. Je n'étais plus la femme qui acceptait les miettes. Je n'étais plus la femme qui ravalait la douleur en silence. J'étais la femme qui avait acheté un billet, perdu son mari et retrouvé sa vie. Et vous savez ce qu'il y a eu de mieux dans toute cette histoire? Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'arrestation de Daniel. Ce n'était pas la vengeance. C'était de me regarder dans le miroir et de reconnaître la femme qui me regardait. C'était de retrouver ma dignité. C'était de me prouver que je valais mieux que cette mot dans une lettre froide. C'était d'apprendre que le silence est aussi un combat. Que la patience est aussi une force. Que les femmes pauvres ont aussi droit à la justice. Alors, si vous regardez ceci en ce moment, soyez attentifs. Si quelqu'un vous a volé. Si quelqu'un vous a trahi. Si quelqu'un vous a jeté comme un déchet. N'acceptez pas. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. Rassemblez vos preuves. Cherchez de l'aide. Levez-vous et battez-vous. Parce que la justice ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des documents, des témoins, du courage et beaucoup d'obstination. Conservez chaque reçu. Prenez des photos de tout. Enregistrez les conversations suspectes. Documentez-les. Parce que les documents conservés sauvent des vies. Et la vérité documentée devient une arme. Et si vous connaissez une femme qui traverse cette épreuve, ne lui demandez pas pourquoi elle n'est pas encore partie. Ne la jugez pas. Ne minimisez pas sa douleur. Restez simplement à ses côtés. Offrez-lui une épaule sur laquelle pleurer. Aidez-la avec un avocat. Partagez de la nourriture. Car une femme seule tombe. Mais une femme avec un réseau de soutien? Elle se relève, se secoue et devient un ouragan. Partagez cette histoire. Identifiez cet ami qui a besoin de l'entendre. Identifiez cette cousine qui souffre en silence. Identifiez cette collègue manipulée. Parce que les histoires partagées nourrissent le combat d'autres femmes. Et plus on parle, plus il devient difficile pour les hommes de continuer à voler, mentir et abuser. La lumière démasque un cafard. Et un cafard démasqué s'enfuit. Je m'appelle Nadia Okoro. J'ai 37 ans. Je vis à Lagos, au Nigeria. J'ai vendu des fruits au marché pendant 15 ans. J'ai été mariée pendant 12 ans. J'ai été trahie. J'ai été volée. J'ai été rejetée. Mais je n'ai pas été détruite.
car j'ai découvert qu'une femme qui survit au pire porte en elle un feu intérieur. Et quand ce feu s'embrase, il brûle le mensonge. Il brûle l'injustice. Il brûle tout ce qui tentait de vous éteindre. Voici comment j'ai acheté un billet de loterie. Comment j'ai perdu mon mari.